Pour l'Européen, le Maroc, c'est d'abord l'évasion. Les vacances dans un pays enchanteur au charme un peu mystérieux. Mais pour les rallyman, ce pays français jusqu'en 1956 représente l'épreuve où l'endurance des équipages et des machines est la plus sévère. Pour commencer, les contrôles techniques. Avant de s'élancer sur la route, il faut d'abord satisfaire la juste curiosité des commissaires. Des mini au maxi, des touristes au proto, tout le monde courra ensemble. Les constructeurs les plus prestigieux tentent de s'illustrer sur ce terrain spécifique, véritable banc d'essai grandeur nature, avec comme premier supporter un enfant pas tout à fait comme les autres. Mais le rallye international du Maroc, au départ duquel préside à Rabat son Altesse Royale le Prince Sidi Mohamed, n'a rien d'une promenade touristique. La lutte promet d'être chaude sur les 4500 km, dont 1500 chronométrés. Casablanca. 59 voitures sont au départ du rallye du Maroc. À l'arrivée, 3 jours plus tard, il n'en restera que 9. En effet, les pistes sont cassantes et les abandons sont nombreux, rendant la glorieuse incertitude de ce sport encore plus présente. Casablanca, Rabat, Ouarzazate, Fès, Zagora, Tata ou Marrakech, aucune ville n'est oubliée. Du Dédale, des vallées profondes et verdoyantes à l'ascension des cols qui culminent à plus de 2000 mètres d'altitude, en passant par les déserts, rien n'est épargné aux concurrents venus chercher l'aventure. Contrairement au rallye moderne, le Maroc se déroule également de nuit, augmentant encore la difficulté. Mais le pire ennemi est la météo, souvent imprévisible et responsable de véritables bérésinas, comme en 70 avec plus de 30 voitures hors course en une seule spéciale. La pluie incessante a fait gonfler les oueds. Elle a transformé la piste en bourbier. Pour Citroën et sa fameuse DS, le Maroc est le terrain privilégié pour démontrer l'efficacité de sa suspension pneumatique. La marque au chevron monte une véritable équipe compétition digne d'un commando, engage les meilleurs pilotes et prépare des voitures dont certaines sont de véritables prototypes, comme cette DS21 qu'on n'hésite pas à raccourcir. Malgré sa longueur et son encombrement, la SM+, destinée aux autoroutes et propulsée par le fameux moteur Maserati V6, parvient à l'emporter dès sa première participation en 1971. Après 3 victoires successives et malgré l'interdiction des prototypes, Citroën persévère encore 2 années, mettant à chaque fois 2 voitures sur le podium. La grande force de l'équipe est sans doute son armada, dont une partie est aéroportée. L'équipe d'assistance Citroën, conduite par René Coton, va encore une fois passer le matériel au peigne fin. Le chef d'orchestre et ses mécaniciens sont réputés pour leur efficacité et leur professionnalisme. À ses côtés, Marlène, sa femme, c'est elle qui prendra les rênes du service compétition Citroën à la disparition de son mari. En rallye, l'intendance précède. Les mécaniciens des services d'assistance ne connaissent jamais de répit. Ils foncent pour être au rendez-vous des pilotes, ils font des prodiges, ils repartent plus loin. Face au chevron, le Losange, déjà victorieux avec les R8 Gordini en 67 et 68, alors que les R16 locales n'hésitent pas à participer. Renault engage également les R12 avec le regretté Jean-François Piot, puis les R17 avec Jean-Luc Terrier, 4e en 74. Mais c'est avec l'Alpine que Renault écrit l'histoire. Une seule voiture est engagée en 71. Jean-Pierre Nicolas est en tête lorsqu'il abandonne. L'année suivante, Ove Anderson et Jean-Luc Terrier renforcent l'équipe. Les berlinettes se succèdent au commandement, mais aucune ne rejoint l'arrivée. Il faut attendre 1973 et la victoire de Bernard Darny chez Alain Mahé pour voir la malédiction s'arrêter. Une première place décisive dans l'attribution du premier titre de champion du monde des constructeurs pour Alpine Renault. Après
Après avoir mouillé sa sa chemise, Jean-Luc Terrier est en tête, mais la berlinette connaît un coup de chauffe, tandis que l'équipage de la numéro 1 prend un coup de soleil. Dans cet enfer du Sud, la suspension, les freins, la boîte de vitesse, l'embrayage, le circuit de refroidissement, la direction des Renault 12 ou 16 qui équipaient les Alpines ont tenu. Et ce n'est pas le moindre aspect de cette éclatante victoire. Et la joie vient illuminer le visage des fameux mousquetaires. Pas de Porsche officiel, mais Raymond Touroul, malgré quelques soucis, remporte des places d'honneur. En 75 et 76, les Opel ne rejoignent pas l'arrivée, que ce soit les Ascona de Walter Orr, les Renault Altonen ou la cadette de Tony Fall. Même échec pour Ford avec Roger Clark et Timo Mäkinen. Pour le groupe Fiat, Simo Lampinen en 72 réussit à l'emporter contre toute attente sur la seule Lancia Fulvia engagée. C'est le tour des Fiat 124 Speeder avec une 6e place pour John Valdegarde. En 75, malgré le renfort de Marco Allen et Bernard Darniche, aucune Fiat n'atteint le drapeau à damier. Pour la dernière grande année du Maroc en 1976, Fiat engage 331 abarth pour Maurizio Verini, Fulvio Bachelli et Marco Allen. Seul le Finlandais rejoint l'arrivée à la 12e place. A l'inverse, il Drago Sandro Munari se hisse sur le podium avec sa Lancia Stratos africaine. Et puis il y a Peugeot qui monte sur le podium en 68 et 70 avec des 404 Proto aux mains des locaux Jean Deschazos et ici Raymond Ponnet. 12 mois plus tard, Guy Chasseuil brise l'hégémonie Citroën. Il termine second avec cette 504 avant que Mikola, Foll, Guichet, Consten et Mäkinen, entre autres, tentent leur chance. Pas moins de 9 Peugeot sont engagés en 73 sans résultat. Il faut attendre les 2 dernières années pour voir le Lion triompher avec 2 doublés, en 75 Hannu Mikkola et en 76 Jean-Pierre Nicolas. Michelin se forge également une réputation sur ses pistes africaines avec des produits endurants et un service compétition dirigé par un certain Pierre Dupasquier qui n'hésite pas à vérifier lui-même les pressions. Parcourant de nombreux kilomètres, l'assistance Michelin sera présente en tout point de la piste jusqu'aux confins du désert et de jour comme de nuit veillera à la bonne mise en place de ses produits. Consten et Todt pilotent une DS21 engagée dans l'épreuve où bon nombre de marques européennes sont représentées. C'est bien Jean Todt qui accompagne le pilote Citroën qui termine second en 70 et 3e en 71. Parmi les 62 voitures engagées, la première à partir est la DS21 de Néret et Terramorsi, l'équipage qui termina victorieusement l'an dernier. C'est sur ce même proto que l'ami Bob s'impose 2 années consécutives, en 69 avec un triplé Citroën et en 70 avec un doublé. Le rallye est tellement éprouvant que le coéquipier n'hésite pas à relayer son pilote. Jacques Terramorsi est au volant. Depuis 15 ans, il forme, Robert Néret et lui, l'une des plus dynamiques équipes de rallye. La fatigue générale, le manque de sommeil commencent à se faire sérieusement sentir. Quant au repas chaud et assis, ce sera pour ce soir si tout va bien. Inch'Allah. Après sa seconde victoire, le rallye fait ses débuts en championnat du monde, bannissant les protos. Robert Néret continue de récolter les places d'honneur en terminant 2 fois second avec des DS et 3e sur une Alpine en 75. Dans l'équipe Citroën, pour améliorer les chances de victoire, on fait également appel au régional de l'étape, un exploitant forestier déjà vainqueur en 1955. Et Jean Deschazos, qui connaît le tracé presque mètre par mètre, s'en donne à cœur joie sur les 205 km du parcours chronométré Riche-Tizi-Nisli. Il va prendre 1 minute 27 secondes à Néret Terramorsi et près de 5 minutes à Consten Todt. Deschazos s'installe au commandement. Souvent en tête, le pilote local va connaître les affres des sports mécaniques. Il faut attendre 1971 et la superbe SM
pour voir Jean Deschazos prendre sa revanche et inscrire une seconde fois, plus de 15 ans après, son nom au palmarès. Deschazos a maintenant plus d'1 heure d'avance. Il lui suffit de se laisser glisser jusqu'à Kazan, jusqu'à la victoire. Un seul pilote franchit 3 fois la ligne en vainqueur, c'est Jean-Pierre Nicolas. La première fois en 68 sur sa R8 personnelle avant d'être engagé comme pilote officiel Renault. Il terminera au pied du podium. Nicolas et Roure, qui ont gagné en 68, pilotent une Renault 12 à moteur 1600. Mais Jean-Pierre abandonne avant d'être le seul pilote alpine engagé l'année suivante. Jumbo est en tête lorsqu'un demi-train cède. Il renoncera également 1 an plus tard. Renault aligne une Renault 12 et Alpine 3 berlinettes avec blindage d'acier sous les moteurs. En 1973, Alpine remporte l'épreuve, mais Jean-Pierre n'est que 5e. Il se venge 1 an plus tard en l'emportant de belle manière. En 1976, Nicolas change de constructeur pour piloter une Peugeot 504 avec laquelle il dispute également le Bandama en Côte d'Ivoire et le Safari au Kenya. Jumbo monte sur la plus haute marche du podium pour devenir le seul pilote à inscrire 3 victoires au Maroc à son palmarès. C'est la dernière année du rallye du Maroc en championnat du monde. Et malgré une résurgence dans les années 80, l'épreuve est abandonnée. De ce rallye atypique, on retiendra des images somptueuses, la chaleur et la générosité de l'accueil des Marocains et des aventures inoubliables. Inch'Allah.